BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, Anthony Morel. La deuxième partie de quoi je me mêle, on est ravis de vous retrouver évidemment. Et comme promis, on va parler télé. On est avec l'ami Lionel Costa. Salut Lionel. Salut Anthony. Le responsable du labo Fnac. Alors on est, c'est vrai, à moins d'un mois de la Coupe du Monde de foot. Alors certains sont dans les starting blocks, d'autres s'en fichent royalement. Il n'y a pas de souci, mais on s'est dit que c'était le bon moment pour s'intéresser aux télé. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où beaucoup de gens réfléchissent à investir. Ils disent, bah voilà, je vais en profiter, on va avoir un bel écran pour pouvoir suivre les exploits de l'équipe de France. C'est souvent comme ça avant les grands événements sportifs. Et donc on voulait faire un petit benchmark avec toi de ce qu'il faut regarder quand on veut acheter une télé, pour le sport ou pas forcément pour le sport évidemment. Je rappelle avant, parce que toi évidemment tu testes tous les modèles, le labo Fnac, explique-nous un petit peu comment ça se passe quand vous recevez tous les modèles de télé, quel type de test vous leur faites passer. Et je rappelle, avant toute chose, parce que c'est un truc qu'on revoit souvent dans les commentaires, quand on dit labo Fnac, on dit ouais mais attendez, ils ont un intérêt à nous vendre tel modèle plutôt que tel autre. C'est un organisme qui est autonome. En fait, on appartient à la Fnac, mais depuis 54 ans, l'identité, la mission du labo, c'est de tester les produits, de donner gratuitement les performances réelles des produits, en toute indépendance et du marketing, et du commerce, et évidemment des fabricants. Même si les fabricants aimeraient bien qu'on dise ah, mon produit c'est le meilleur, etc. Non, justement, on est totalement indépendant là-dessus. Et vraiment, enfin, je le répète à chaque fois, les gens qui s'intéressent un petit peu au contenu que le labo Fnac peut créer, allez-y en profondeur. Il y a beaucoup d'influenceurs ou de gens qui vont parler de produits sans même avoir touché les choses. Nous, moi j'avoue ça, on en parle très peu. On n'est pas hyper, on n'a pas une audience extrêmement grande. Par contre, les tests que l'on fait, ils vont au fond des choses et on est reconnu dans le monde entier. C'est souvent d'ailleurs entre ingénieurs, que ce soit Séoul ou japonais ou enfin toute l'Asie, qui viennent nous rencontrer au labo. Donc on est situé à Massy-Palaiseau. Ils voient le niveau de technicité et de complexité de nos tests. Vous avez quoi, des instruments de torture pour faire passer les tests au télé? Je veux pas faire de complexe à ceux qui n'ont pas de niveau en physique, mais vraiment, on a tout ce qui est appareillage de métrologie de pointe. C'est-à-dire que des spectrophotomètres pour la partie colorimétrie, la partie luminance, on a c'est pas des sondes, mais des appareils qui nous permettent de faire des choses incroyables, type les vues angulaires, la directivité des écrans. On peut évidemment mesurer le niveau de noir. En fait, c'est tout bête, mais il y a beaucoup de sondes utilisées dans la presse tech, entre autres, qui sont limitées à, par exemple, 0,1 candela. 0,1 candela, c'est très faible. Nos appareils de mesure peuvent aller encore plus loin. C'est-à-dire que si je fais un niveau de noir et que je me dis « Ah, il fait 0,1 candela », en fait, si l'écran est un OLED, par exemple, et donc ça n'allume pas de lumière, c'est pas l'écran qui génère 0,1 candela, c'est l'appareil de mesure. Ça parle peut-être que pour les geeks et les gens un peu férus. On va peut-être pas aller dans ce niveau de détail-là aujourd'hui, mais nous, on fait ça. En tout cas, que vous faites le taf, vous testez tous les modèles. Et alors justement, quand on est dans les rayons, Fnac ou ailleurs, n'importe où, on est devant un mur de télé et franchement, on s'y perd un peu. C'est quoi les specs, comme on dit, les caractéristiques à regarder en premier? Les trucs vraiment les plus importants aujourd'hui, au-delà de la taille de l'écran, parce que ça dépend de ton envie et de ton salon. En fait, tu as pratiquement tout dit. En fait, sur la partie taille d'écran, c'est pour le premier point de contact en fait, que les gens vont avoir. C'est quelle est la taille de l'écran ce que je peux mettre chez moi. Ensuite, il y a la partie prix, évidemment que ça rentre dans le critère le plus important. Et souvent, une fois qu'on a ces deux éléments-là, il y a deux technologies qui se détachent. Il y a le LCD et l'OLED. Et là, je ne vais pas vous faire la litanie de toutes les sous-catégories techniques, le WOLED, le WRGB OLED, le Tandem OLED, le QD OLED, alors je ne parle même pas du QLED, QNED, etc. Tout ça, c'est toujours deux sous-familles, c'est deux familles principales, l'OLED et le LCD, qui n'ont pas du tout le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a un rétroéclairage, donc qui a besoin de plusieurs couches pour ensuite afficher de l'image, et le LED qui n'a pas besoin de rétroéclairage, donc qui est extrêmement fin, et c'est pour ça d'ailleurs que le LED, on peut le plier, enfin, ça peut être... et ça, c'est en fonction de quoi? Du type de programme que tu veux regarder, ou en fonction de tes goûts personnels? Voilà, exactement. Ça, c'est pour avoir une qualité d'image qu'on veut être la meilleure possible. L'OLED est quand même un cran au-dessus par rapport au LCD aujourd'hui. Il est plus moderne, mais il est beaucoup plus cher aussi. C'est-à-dire qu'on a des prix à plus de 2 000 € facilement pour du 65 pouces, là où le LCD, on va être en dessous des 1 000 €. Et pourquoi je vais choisir un OLED plus qu'un LCD? C'est l'argument numéro 1, ça reste le noir et le contraste. C'est si je veux regarder des séries télé, des trucs qui sont très dark, donc avec des zones d'ombre, etc. Si j'ai un LCD qui me fait des noirs un peu gris, un peu blanchâtres, ça fait pas effet cinéma. Alors que l'OLED, lui, c'est du vraiment noir.
Et alors, alors on parlait du foot, mais il y avait un des specs intéressants, c'est le taux de rafraîchissement aussi. Ouais. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est quoi le chiffre à avoir en tête? Ah là là, et c'est l'enfer pour moi parce que justement, nous, on se bat contre un petit peu le bullshit donné par certaines marques qui vont annoncer du 120 Hz, du 400 Hz, etc. Mais personne ne le mesure, personne ne le vérifie. Ça change quoi, ça, concrètement? C'est la vitesse à laquelle l'image va se changer, va se rafraîchir sur l'écran. Plus ça va vite et moins l'œil va percevoir une sorte de saccade. C'est extrêmement faible, puisque même à 60 Hz, l'œil, entre 60 et 90, on peut percevoir une différence, mais c'est déjà un petit peu, c'est un peu chaud comme différence. Sachant que la télé aujourd'hui, telle qu'elle est diffusée, on est autour des 25 images par seconde, donc on n'est même pas à 25 Hz. Et par contre, c'est vrai que si on a des fréquences qui annoncent du 200, du 240 ou du 300 Hz, c'est plutôt un bon signe dans la promesse. Est-ce que c'est la réalité? Ça, nous, on le mesure justement pour le vérifier. Moi, c'est ce qui me frappe aussi dans les promesses marketing. Alors, c'est normal, c'est le jeu, parce que plus les années avancent, plus les technologies sont perfectionnées, et plus, en fait, tu te dis quelle est la valeur ajoutée d'acheter une télé de 2026 par rapport à une télé de 2025. Est-ce que c'est si évident que ça à l'œil nu? On avait parlé, et on va peut-être évacuer ce sujet-là maintenant, mais par exemple des télé 8K, on en a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de marketing autour de ça, et il y a des études qui ont montré que, en fait, à l'œil nu, tu vois même pas la différence. C'est quasiment impossible, imperceptible. Sauf si tu es collé à 30 cm de l'écran. C'est ça. D'autant qu'il n'y a pas de contenu, mais ça, c'est un autre sujet. Exactement. Sur du jeu, on peut. Par exemple, j'avais fait une démo sur Flight Simulator en 8K, c'est impressionnant, mais par contre, il faut la machine qui tourne derrière. Et tu as des photos, des images photoréalistes où vraiment tu vois. Tu ne sais pas si c'est une fenêtre que tu regardes ou un écran. Donc le 8K peut avoir un intérêt sur des usages hyper niches. Peut-être qu'on y reviendra. Moi, je pense plus que le 8K va être intéressant pour du multidisplay. C'est-à-dire que sur un seul écran 8K, on peut afficher 4 contenus purs 4K natifs. Ça peut être intéressant dans le futur, mais on n'en est pas aujourd'hui. Là, il y a très peu de références 8K. Donc, non, mais c'est ça. Mais ce que tu disais tout à l'heure, moi, ça me fait halluciner quand tu lis la liste des normes technologiques: WOLED, WRGB OLED, QLED, QNED, Neo QLED, Mini LED, Micro RGLED. Je sais pas, tu vois, moi, je suis la tech. Alors, je suis pas un spécialiste télé, mais je suis la tech et je fais de la veille technologique tous les jours. Mais même là, tu te dis, il faut avoir un doctorat en électronique pour choisir sa télé. Ça devient compliqué. Et le pire, c'est qu'il y a du bon et du faux là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui sont complètement fallacieux et d'autres qui sont réels. Je pense principalement au mini LED, au micro LED. En fait, ils ont réussi sur la technologie, pardon, il faut suivre un petit peu, mais de la technologie LCD, donc une vieille techno qu'on maîtrise parfaitement, qu'industriellement, ils savent maîtriser les coûts, etc. Ils ont réussi à pallier le défaut qu'ont les LCD. Le LCD, c'est donc un rétroéclairage qui est tout le temps allumé normalement, en blanc. Et puis ensuite, selon le passage du flux lumineux des différents filtres, on va avoir ou pas de la lumière qui passe, rouge, vert, bleu. Et bien là, ils arrivent à piloter de manière extrêmement précise le rétroéclairage là où il doit être allumé et là où il ne doit pas l'être. Ce qui fait qu'on n'a plus cet effet blanchâtre du noir qu'on devrait avoir noir absolu. Donc on est presque sur un OLED, mais à partir de LED qui sont l'ancienne techno. Donc il y a le mini LED et le micro LED sont vraiment les trucs qui sont sortis il y a 3 ans, je crois, en 2023, qui sont pour moi vraiment hyper intéressants à regarder de près. Ok, alors on parlait de la différence entre les vraies révolutions technologiques et puis la hype marketing. Il y a l'IA là-dedans. Alors voilà, c'est à ça que je voulais en venir, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on met de l'IA absolument partout, à toutes les sauces. Ça devient le nouvel argument de vente et aussi une manière de commercialiser des appareils qui sont en moyenne plus chers. Quand on nous dit cette télé, il y a IA Insight, un GPU à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, des fois, il n'y a rien derrière. C'est juste un algo qui permet d'améliorer l'upscale. L'upscale, c'est si je mets un programme de qualité DVD et que je mets sur un 4K, la télé doit intelligemment créer les pixels qui n'existaient pas à l'origine. Ça vient du machine learning, etc. Donc ça, c'est pas du vrai IA. Par contre, la vraie IA, c'est ce qui est en train de sortir, ce que sont en train de sortir les fabricants, et c'est hyper intéressant. C'est par exemple le live translate, la traduction instantanée. C'est-à-dire que même le sous-titrage automatique sur des programmes qui n'en ont pas forcément, sur de la télé. C'est-à-dire qu'on peut regarder un programme télé qui vient du Mexique, enfin espagnol ou n'importe quoi, ou polonais, et on va avoir une traduction, et cette traduction ne va pas se faire via une base de données avec un fichier qui contient le sous-titre. Non, ça va écouter les paroles et comprendre le contexte et diffuser exactement dans la bonne langue. Ça marche déjà, ça? Ça marche déjà. Alors, pas tous les pays.
En Ouais. fait, il n'y a pas toutes les langues. Ça marche très bien en anglais. En français, c'est pas encore actuel. Et il y a une marque coréenne. Je ne sais pas si je peux la citer Bon, parce que vas-y, voilà. hein, de toute façon, Mais oui. c'est une marque coréenne. Non, mais parce que je ne sais pas s'il y a un embargo Ah encore oui, sur, d'accord, sur oui. cette innovation. Ici, on parle de toutes les marques. Mais hein, oui, donc, non, mais il y a une marque coréenne en tout cas qui nous a présenté, nous a présenté ça. Et ça va arriver incessamment sous peu. Et c'est extrêmement impressionnant. Et puis l'IA, tu as la possibilité aussi, enfin la télé devient plus intelligente, c'est-à-dire qu'elle est capable de savoir ce que tu es en train de regarder, d'adapter la luminosité. Tu regardes pas quand tu regardes un film d'horreur ou un match de foot, c'est pas du tout la même chose et les conditions dans lesquelles tu vas les regarder vont être différentes aussi. Les gens qui ont été dans des menus télé savent à quel point il y a plein de profils différents, cinéma, jour, sport, gaming, domicile, enfin il y a plein de filmmakers aussi, plein de modes différents. Et comment bien choisir le bon programme selon ce qu'on voit. Si je change de chaîne, je ne vais pas changer mes paramètres de télé. Et ben maintenant, ils ont de plus en plus les produits haut de gamme intègrent une IA détection qui va adapter le contraste, la luminosité, la saturation, tout ce qui est traitement même d'image et de bruit et de netteté, automatiquement selon le contenu comme étant interprété. Et là, on reboucle sur le sport et le foot. Le foot, c'est terrible pour une télé. C'est un aplat vert, la pelouse, dans lequel il y a des petits détails qui se déplacent et qui se baladent. Si on a une colorimétrie beaucoup trop saturée, en fait, le ballon bave, le joueur bave, enfin, c'est vraiment infernal. Et si on règle la couleur un peu moins saturée, ça marche mieux. Ouais, c'est ça. Alors l'IA, il y a un dernier point, je ne sais pas si elles sont sorties, parce que celles-là, je me souviens que je les avais vues typiquement au CES de Las Vegas. C'était des télés où, en fait, sur la télécommande, maintenant, il y a un bouton IA, et tu peux parler à la télé pour lui demander... voilà, quel programme tu me conseilles, il va aller chercher sur les plateformes de streaming. Et en fait, en fonction des critères que tu lui donnes, il va te trouver le bon programme au bon moment. Ça, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, parce que tu as le syndrome Netflix où tu passes plus de temps à chercher la série qu'à regarder la série, globalement. Là, ça fait partie aussi des fonctionnalités IA de ces télés. Oui, mais après, c'est du multiservice à mort, parce que là, c'est vrai qu'une télé, tu peux avoir Molotov TV, Netflix, Disney+, Prime, etc. Et là, si tu te retrouves à te dire, j'aimerais regarder un film avec... je dis n'importe quoi, avec Hugh Grant, par exemple, il va te proposer toutes les plateformes qui le proposent, mais si tu n'es pas abonné à ces plateformes-là, tu es sur une voie sans issue. En fait, tu vas te retrouver, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est vrai que cette expérience-là, elle est hyper intéressante parce que ça évite d'avoir à jongler à travers différentes interfaces, mais ça veut dire quand même qu'il faut que tu sois déjà connecté à toutes ces interfaces-là pour que ça soit efficace jusqu'au bout. Voilà. Donc non, mais je suis pas du tout un IA-phobe, au contraire, je trouve que c'est un outil qui est fantastique, qui peut être vraiment super bien utilisé, et les marques de télé arrivent à intégrer de plus en plus et de manière de plus en plus pertinente dans leurs produits des choses qui sont vraiment de l'IA. Il nous reste 3 minutes pour faire un petit benchmark. Ça va être rapide, mais voilà, parce qu'évidemment, une fois qu'on a donné tous ces conseils, on voudrait aller sur des choses très pratico-pratiques, sur les meilleures télés, avec différentes catégories, parce que ça dépend évidemment de plein de choses, des budgets. Alors, tu nous as fait les meilleures télés 65 pouces, c'est quoi ? C'est le modèle standard, on va dire ? Aujourd'hui, c'est la norme des télés, de la taille des télés aujourd'hui, c'est 65 pouces que les gens achètent le plus. Alors, dis-nous les recommandations. Il y a les trois grandes marques, LG, Samsung, Sony. La première, LG OLED, la G5 à 2099 €. Il y a le G6 qui est en train de sortir, qui est sorti, qui est à peu près dans ces prix-là. Je conseille aux gens de passer à la G6 tout de suite s'ils le peuvent. Ensuite, il y a la Samsung TQ 65 S90F. Faut qu'ils changent les noms, faut qu'ils bossent sur les noms, c'est pas possible. F comme François, il faut vraiment dire. Elle n'est que de 2025, elle est à 1599. Ok. Donc on a 500 € par rapport à la LG. Et on a la Sony Bravia 8 deuxième génération qui est à 2199 €. Okay. Donc ces trois télés-là, c'est des bangers, c'est des trucs on se parle. Ça c'est OLED aussi ? Les trois là, ça c'est OLED. Que du OLED. C'est pour ça que les prix sont assez élevés évidemment, entre 1600 et un peu plus de 2000 €. C'est ça. Alors ensuite, budget, les meilleures télés à moins de 1000 €. Ouais, à moins de 1000 €, mais toujours sur du 65 pouces au niveau de la taille. On a une TCL 65C89 K65. J'espère que si les gens regardent sur le replay, sur la référence, ça c'est du mini LED typiquement. Mini LED qui a obtenu donc un 5 étoiles, donc autant qu'une OLED. Elle est à 999 €, donc moins de 1000 €. Et on a la Xiaomi A Pro. Alors moi j'ai Xiaomi. Xiaomi. On dit Xiaomi. A Pro 65. Elle est en dessous des 600 €. Donc c'est vraiment pour les petits budgets, ça peut être assez intéressant. À 4 étoiles, elle seulement. Donc là, 2 marques chinoises pour le coup. Exactement. Et ensuite, j'ai voulu mettre une 55 pouces à moins de 500 € pour vraiment les petits budgets. C'est encore une TCL. TCL est vraiment fort justement sur le rapport qualité-prix. C'est le TCL 55C 655 Pro X1.
pardon, à 449 €. Voilà. Bon voilà, on vous remettra toutes les références, mais au moins là vous avez un panel assez important pour pouvoir vous décider quel que soit Ouais. votre budget et vos voilà, vos envies, vos envies besoins, tout ouais, simplement. Ouais, ça. Alors tu m'as mis dans les nouveautés 2026, tu as le traitement anti-reflet sur Ouais. les télés. Alors ça je Ça, connaissais pas. c'est Je la connaissais belle- pour les lunettes, mais pour les télés je connaissais pas. Et même sur les smartphones. En fait, avant, on considérait qu'une dalle brillante, c'était génial. Sauf que la dalle brillante fait que ça brille et ça reflète tout. Donc, si tu as une fenêtre derrière toi, tu regardes ton programme, tu vois le reflet de ta fenêtre sur la télé. Et ben maintenant, les marques, toutes les marques majeures, font des dalles à traitement anti-reflet, ce qui fait que quand tu mets même une lampe torche dessus, tu arrives à absorber 60-70% de la lumière. Ah ouais. Donc, Et t'as tu un pourrais les effet mettre mat. en extérieur même quasiment en fait. Cette Alors, télé. oui, mais Parce qu'il y a des modèles en extérieur qui existent. ceux qui sont extérieurs sont souvent de mauvaise qualité parce qu'en fait, les traitements de dalles qui sont là pour rendre étanche, enfin pour être protégé de la pluie, etc., font que l'image, elle est vraiment dégradée. Ça a une image floue, enfin qui est vraiment pas belle. Et bien là, les traitements se font autrement et c'est vraiment qualité. Enfin, Ok, c'est vraiment intéressant, là ça où aussi. avant, la mode c'était le brillant. Là maintenant, c'est marche arrière et en fait, on trouve ça très très beau. Bon bah voilà, on vous l'avait dit, je sais pas si tu as entendu la première partie de l'émission, on disait qu'il y a des gens qui achetaient la télé parce qu'il y avait la tête de Dua Lipa dessus, les fans de Dua Lipa. Et je disais, il y a peut-être des critères plus intéressants pour investir dans un objet qui va quand même rester chez toi quelques années. Chacun est libre. Chacun est libre, tout à fait, chacun a choisi ses critères, mais là on vous en a donné quelques-uns. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre choix. En tout cas, merci beaucoup à toi Lionel pour tous ces conseils. Merci Anthony. Lionel Costa du Labo Fnac, qu'on retrouve régulièrement évidemment dans DQJMM. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Le hashtag DQJMM, vraiment, donnez-nous des commentaires, on prend tout ce que vous pouvez nous donner, on est toujours très intéressés. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Ce sera François qui reprendra la place du chef, évidemment. Merci à tous et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.